That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruchet en jaune. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, je vais très bien. Pourquoi tu as porté le jaune aujourd'hui? Ça a une signification C'est particulière. le soleil, Ah, le soleil. ça brille et tout ça. Tu la sais lumière. comment on appelle le soleil dans le fait? Non, mais je me demande. L'ozope. Odope. L'ozope. On continue avec le maître aujourd'hui. Oui, on continue. On va voir les personnages principaux d'une bête. Oui. Donc, sûrement les guerriers. J'ai fait les recherches. Je suis tombée sur Oyun. Oyonada, quoi. Oyonada. Voilà, j'ai vu que c'était le premier conteur d'une bête qui s'est initié au Mélan, qu'il est tombé dans le coma. Et qu'au sortir de là, il a révélé aux autres ce qu'était le Mbet. Donc, après, vu qu'ils étaient allés en guerre, il a continué à compter les récits de ces guerriers et après ça a continué. Mais bon. Maître Togun, donc bonjour. Bonjour. Est-ce qu'Oyonada a réellement existé? Ben, tout ce qu'on nomme. C'est peut-être une question bête. Tout ce qu'on nomme existe. Dès que quelque chose porte un nom, c'est que ça existe. Alors, parler d'Oyonada, c'est comme parler d'un prophète. Parler d'Oyonada, c'est comme parler d'un messie. Parler d'Oyonada également, c'est comme parler d'un avatar. C'est un personnage un peu ambigu, puisqu'on le retrouve à la fois chez les vivants, à la fois dans le monde divin, et on trouve sa descendance, sinon, puisqu'il a eu un frère, et on retrouve un de ses frères, le seul d'ailleurs, dans son cadet, on le retrouve également à Engon, chez les immortels. C'est possible de retrouver ça, bon, comme vous parlez de descendants directs aujourd'hui d'Oyonada Ada. Lui-même n'a pas eu d'enfant, n'a pas eu de descendants. Le Oyonada est le fils de Okomekan. Okomekan, qui elle était la fille de Kanna. Et Kanna, qui est le fondateur de la descendance des immortels. Alors, et Kanna a eu 10 enfants. 10. Sur les 10, il y a eu 9 garçons. Une seule fille. Qui s'appelait Okom, Ekan. Alors, Ekan, voyant que la seule fille qu'il avait ne pouvait pas aller en mariage, toutefois elle n'était pas autorisée à aller en mariage, puisque son père lui a dit: ma fille, tu es ma fille unique. Si tu t'en vas encore en mariage, moi je reste avec quoi? Ce qu'on va faire, c'est que s'il y a des prétendants qui veulent de toi, il faut leur dire que papa a beaucoup de maisons ici. Donc, au lieu que c'est toi qui ailles en mariage chez l'homme, c'est plutôt l'homme qui viendra en mariage chez toi, donc chez moi. Vous allez me faire des enfants ici. Et ces enfants-là seront mes enfants. Donc, le monsieur qui va venir là, c'est comme un coq aussi dans une basse-cour, qui fait des enfants qui ne lui appartiennent pas, mais qui appartiennent au propriétaire de la cour. Alors, c'est comme ça que le premier fils de Komekan, qui porte le nom de Oyonada, parce que Okomekan, son deuxième nom, donc le sobriquet de Komekan, c'était Adangwan. Adangwan, c'est-à-dire la plus belle. Elle était belle, la plus belle des belles. Celle qui dépasse toutes les demoiselles en beauté, Adangwan. Et chez les femmes, nous avons pour tradition que lorsqu'une fille, votre soeur ou votre fille, donne naissance à un garçon dans votre propre village, cet enfant porte à la fois son nom et le nom de sa mère. La pratique est assez récurrente en Guinée équatoriale. Vous voyez qu'il y a souvent deux noms, on associe l'homme avec le nom de son père, parfois aussi avec le nom de sa mère. Donc, c'est comme ça que Oyonada va donc porter le nom de Oyono Ada Ngwan. Donc, en un mot, Oyono Kom.
Et comme c'est le nom d'Adangwan qui était un peu en vogue à l'époque, donc on lui a donné le nom de Oyonnax-Ada. Alors, Oyonnax-Ada, et là nous n'étions pas encore à Ngong. Ngong n'existait pas encore à ce moment-là. Nous étions au premier village qu'on appelait Oba, le village Oba. C'est dans la tradition du Mbet, le premier village où les descendants des Kanais habitaient. Alors, lorsqu'il y a eu des guerres entre le clan voisin, un peuple très puissant, alors c'est à ce moment aussi que commence l'émigration Fan. On a dit la dernière fois que entre l'histoire des Fan que nous sommes là, que nous construisons ici, le territoire que nous voyons, et l'histoire des peuples d'Ngong est à peu près similaire. Donc, pour connaître l'histoire des Fan, il faut aussi faire un parallèle avec l'histoire des immortels, donc l'histoire de la descendance des Kana. Donc, c'est pourquoi un peu la complexité des migrations Fan. Jusque-là, qui jette un peu la vision très loin, parce qu'on n'a pas de source très fiable écrite. Donc, mais pour l'histoire, pour la tradition, on fait remonter cette histoire à l'immigration du peuple d'Ngong. C'est comme ça qu'en pleine guerre, quand les migrations Fan commencent, ce peuple qui était puissant et qui arrive à chasser les fils des Kana du territoire de Bas, alors il y a des bandades. C'est comme ça que dans les récits de Mbet, par exemple, nous allons dire que les Ekans sont partout. Pour ne pas dire les Fan sont partout. Les Ekans sont sous terre. Les Ekans sont dans l'eau ou sous l'eau. Les Ekans sont au-delà, en haut. Les Ekans sont dans le vent. Donc ils sont partout. Les Ekans sont aussi à Ngong, les Ekans sont aussi au Gabon, au Cameroun, en Guinée, et ainsi de suite. C'est comme ça que, quand il y a eu séparation, Oyonnax qui fait dans la dynastie Ekan, Oyonnax qui est le petit-fils du chef Ekan, vous comprenez, se retrouve un peu seul avec la partie des Fan qui a traversé par ici, le trou noir de la migration, le trou noir de la création. Donc c'est comme ça que quand on traverse ce trou noir, nous les Fan qui sommes venus par ici, en suivant le soleil couchant, nous qui sommes venus par ici, on s'est retrouvés malheureusement avec un des descendants des Kana, dont le petit-fils, le premier, Oyonnax. C'est comme ça que Oyonnax, quand la situation se stabilise et qu'on fasse le bilan des pertes, et dit qu'est-ce qui est parmi nous, qu'est-ce qui n'est pas parmi nous, on va se rendre compte qu'il y a une partie du peuple Ekan que nous sommes, qui a traversé de l'autre côté du trou noir. Et puis, mais on va dire, ces gens-là n'ont pas encore la technique de la guerre. Comment est-ce qu'ils vont faire pour affronter les dangers auxquels ils seront confrontés? Mais au niveau de la descendance, donc du sang des Kana, qu'est-ce qui est là-bas avec eux? On va dire c'est Oyonnax qui est là-bas. Mais Oyonnax, c'était un petit musicien. Il était très doué. Lui ne s'intéressait pas à la guerre. Mais on a dit, les Fan vont le suivre parce que le chef Fan, c'est le chef de la tradition. Le chef Fan, c'est le chef de l'aîné. Le chef chez les Fan, c'est le père de famille. Et après le père de famille, vient son fils direct. Et comme nous savons qu'ils vont respecter cette tradition de succession, et dans la succession, c'est Oyonnax qui effectivement aide la succession de Ekana. Donc les Fan auront confiance en lui. Et ils vont lui poser des questions pour dire, voilà, nous voilà maintenant confrontés à des problèmes. Toi qui es le successeur, le petit-fils d'Ekana, que nous proposes-tu? C'est à ce moment-là que les esprits, les magiciens, les grands initiés Ekan, qui sont restés de l'autre côté, vont organiser des cérémonies rituelles pour initier quelqu'un qui n'existe pas parmi eux. D'où le fameux coma d'Oyonnax ici.
Voilà à peu près Oyonada. Qu'est-ce qu'il voit dans son coma? Ce qu'il voit dans son coma, c'est aussi, relève aussi du mystère. Vous savez qu'on dit qu'il a été atteint d'une flèche. Pour paraphraser un peu tout ce qui a été écrit, il a été atteint d'une flèche au cours d'une bataille, mais son cœur battait toujours. Donc, on n'avait pas de répit pour l'enterrer. Donc, les hommes étaient obligés de le porter. Je paraphrase ce qu'on dit. Les hommes étaient donc obligés de le porter. Donc, il a fait un coma de 6 nuits et 7 jours. Donc, 6 nuits et 7 jours. Au bout du 7e jour, quand on voulait l'enterrer, c'est à ce moment-là qu'il se réveille. Avec le bête. Il dit, alors, cher frère, j'ai découvert le moyen pour ne plus reculer, mais toujours d'avancer. Désormais, vous, nous les femmes, n'aurons plus jamais peur de rien. C'est comme ça aussi qu'il initie la première chanson du Mbet. On appelle ça chanson, mais un truc formulaire, on dit si ma font et les guerriers répondent en chœur. Oh, si ma donc le principe de guerrier qui respecte le chef. Donc ma font c'est je tire sur le vent, enfin je tire le vent, je sème le vent comme on traduit. Mais littéralement, c'est tirer le vent. Je tire sur le vent. Et Maweza, genre, je tire sur l'éléphant. Donc, je sème le vent, je tire l'éléphant. Le vent, c'est désormais la sagacité avec laquelle nous devrions avancer pour aller et affronter nos ennemis. L'éléphant, effectivement, avec la masse corporelle, représente la puissance de l'ennemi qui est en face de nous. Malgré que nous n'ayons pas beaucoup de moyens pour affronter cet ennemi, mais ensemble, sous mes ordres, nous allons désormais affronter cet ennemi qui est puissant. Donc, l'Omvet a donc été révélé à Oyonada après 6 nuits et 7 jours de coma. Malheureusement, pas malheureusement, on sait que c'est un peu le jour et la nuit. On sait que les débats sont un peu entre les jours bibliques et les jours divins et les jours mythiques. Est-ce que les 6 nuits représentent les 6 nuits de 24 sur 24? Est-ce que c'est des saisons ou des époques géologiques ou des passages initiatiques? Et là, il nous révèle donc l'existence, et il anticipe, il nous révèle donc l'existence d'un peuple qui ne meurt jamais, un peuple immortel. Oui. Dans d'autres cas, on supposerait que avec l'avènement de la cité de fer dont on parle dans le Mbet et la technologie ainsi élaborée, on suppose, parce que dans ce coma-là, au-delà du Mbet, pendant les 6 nuits et 7 jours, au-delà du Mbet, Oyonada a su avoir la vision de la création du monde. Donc si c'était une initiation, c'est une initiation qui est allée plus loin que ce qui a été prévu. Et si donc il a été transporté d'un univers à un autre, alors ça veut dire que les femmes auraient été en contact avec des êtres qui n'étaient pas de ce monde, des extraterrestres, qui étaient plus avancés, qui avaient beaucoup de technologie, et que le coma d'Oyonada ne serait qu'une télétransportation d'Oyonada vers cet univers-là, et que Oyonada finalement c'est l'élu chez les femmes. Et c'est pourquoi c'est considéré aujourd'hui comme l'avatar. Si nous avons assez de culture, si nous avons une grande connaissance des choses. Et justement, en parlant de la technologie du fer, comment l'homme-fond arrive à faire vivre le Mbet à travers des générations, mais ne plus maîtriser la technique du fer qui est pourtant, on va dire, origine de plusieurs guerres dans le Mbet? Bon, le fer en tant que tel, oui, c'est vrai que le fer en tant que tel est l'origine de beaucoup de choses. Mais le fer à l'époque aussi, c'était dénoter un peu la puissance des peuples qui étaient là. Celui qui maîtrisait le fer était puissant. Aujourd'hui encore, mais maintenant c'est l'information. Celui qui détient l'information détient le pouvoir.
Mais ce fer-là qu'on fait aussi vivre dans le Mbet, c'est le fer aussi n'est pas que ce qu'on touche. Le corps aussi, voilà, votre corps est constitué de fer. Sauf que ce qu'a voulu faire, ce que les femmes ont voulu faire, ou bien ce qu'on a voulu enseigner aux femmes, c'est que effectivement l'homme était capable d'accéder à l'immortalité. Donc le fer, c'est une question d'infaillibilité, question d'immortalité, une question de puissance, et que ni l'eau, ni la flèche, ni la balle ne peut atteindre. Vous avez des aciers trempés. Donc c'est à peu près ça. Le processus est tout à fait normal. Du point de vue historique, le processus était tout à fait normal. On est passé du processus du blindage du corps, que tout le monde a essayé de pratiquer, hein, lors des guerres tribales et tout ça. Vous étiez infaillible à la flèche, au couteau et tout cela. Donc, au-delà du principe du blindage du corps, il y a les femmes, à travers les immortels, ont poussé plus loin les recherches pour dire nous avons passé ce principe de blindage du corps. Donc, nous avons une autre étape, c'est celle effectivement de l'acquisition de l'immortalité. Et c'est une aubaine, c'est une chance, parce qu'il n'y a pas beaucoup de peuples au monde qui parlent de cette question de l'immortalité. Donc, si les femmes en parlent, c'est que c'est une vieille tradition, et que désormais le chemin qui est pas l'espérance, l'immortalité qui n'est pas celle de l'espérance. Il faut bien faire la différence. L'immortalité qui n'est pas celle de l'espérance, ici dans les textes, c'est une immortalité réelle, qui l'homme se meut, se transforme. Il n'y a pas d'âge en principe dans les personnages du Mbet. Donc voilà. Et que cette question de l'immortalité est venue en appui pour certaines civilisations occidentales qui, elles aussi, cherchaient le secret de l'immortalité. On a constaté que certains peuples, apparemment, parce que les migrations forcées des femmes nous ont conduits à tout abandonner. À tout abandonner. Donc, mais la connaissance des choses est restée dans la tête et dans certaines formes d'initiation. Donc, nous devrions passer normalement de ce principe de blindage du corps à l'immortalité. Malheureusement, ça a été court-circuité par, comme je disais, certaines nations européennes, occidentales, et à travers lesquelles maintenant ils ont apporté des fléaux comme la guerre, l'esclavage, pour effectivement empêcher certains esprits de communiquer entre eux, et que désormais il faut chercher le pouvoir là où ça existe. Donc on est conscient que les Africains avaient un pouvoir. Vous savez, le pan de l'histoire. L'histoire, c'est que l'esclavage, on parle que les hommes robustes, qu'on voulait faire souvent, travailler sur les plantations, mais au-delà de ça, il y a eu un esclavage pour dire les chefs religieux, les chefs spirituels, qui étaient aussi emmenés, qui avaient été emmenés aussi, pour dire, il faut nous dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Donc, dans son comment, Yona Dango voit Ngong. Ngong, c'est quoi? Ngong, c'est ça, c'est l'actuel. Ngong, c'est la cité comme le paradis. Bon, moi, je dirais comme le paradis, parce que quand vous êtes à Ngong, quand on meurt ici, en principe, tout on doit retourner à Ngong. Donc, voilà. Donc, Ngong, c'est comme le paradis, parce que tout est beau là-bas. Vous savez, tout le monde veut aller au paradis. Tout le monde veut aller au paradis. Le plus souvent, on dit, mais personne ne veut mourir. Mais même si vous acceptez de mourir, mais au paradis, vous allez faire quoi là-bas? Si tout le monde est chef au paradis, c'est que le paradis n'existe pas. Dans toute communauté humaine ou spirituelle, il y a des degrés. Au paradis aussi, il y en a qui travaillent pour les autres. Vous allez en France, par exemple. Quand nous avons des parents en France, qui va faire ses études, mais à chaque fois qu'ils nous envoient une photo, c'est autour de la tour Eiffel, au pied de la tour Eiffel. Mais vous n'aurez jamais un frère qui vous envoie sa photo là où il est plongeur. Non.
Il fait la photo, il dit, je suis là, je suis au Panthéon, je suis à la Sorbonne, il fait des photos, il vous envoie. Nous qui sommes un peu en enfer, il vous envoie une photo du paradis qu'est la France, et on dit que le paradis est bon pour tout le monde. Mais sauf que la réalité qu'il vit là-bas, il ne vous l'envoie pas. C'est ça aussi, le Ngon. C'est pourquoi les travers, comme la guerre, comme les gens qui se battent, c'est aussi à peu près ça les travers des Ngon, des récits. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le principe de l'unicité, le principe de l'unité. Donc, parce qu'à Ngon, il n'y a pas de deux, il n'y a que le un. Donc, il n'y a pas deux là-bas. Donc, s'il y a le un, ça veut dire que tout le monde a les mêmes chances. Donc, l'égalité. Mais tout enfant qui meurt repart à Ngon, dans tout le Mvet, il n'y a pas une sorte de condition à remplir pour aller à Ngon. Enfin, je pose une question. Les catholiques, il faut avoir une vie bien tranquille où on aura respecté les principes divins, les principes bibliques pour aller au paradis. Si on voit Ragnar Lothbrok, c'est quoi sa nationalité? Lorsqu'ils vont au Valhalla, voilà, pour eux, pour aller au Valhalla, faudra être un bon guerrier, faudra vraiment défendre sa communauté dans la vie réelle et défendre ses dieux. Et là, on peut aller au Valhalla. Mais pourquoi chez les fans, tout fan qui meurt, même si c'était un mauvais fan, je mets ça en griffe, repart à Ngon? Non, je n'ai pas dit que tout fan qui meurt va. Je dis le principe, c'est celui-là, que tout fan, à travers les agissements, on en a parlé la dernière fois, à travers le principe, plus qu'un principe, comme le dit certains, je ne sais pas, Manarange dit par exemple que le principe du péché mortel n'est pas une question biologique. Si l'homme ne pêche pas continuellement, il est probable que cette question de péché biologique ne le conduise pas à la mort s'il se conduit bien. Donc, chez les femmes, nous savons qu'il n'était même pas question de faire le Mvet, parce que quand vous mourrez, on organise une cérémonie de Mvet. C'est comme une prière. À l'époque, nous n'avions pas d'église occidentale. Donc, c'est pourquoi on dit le compteur de Mvet, comme au Yonada dont on parle là, c'est le prêtre parfait. Déjà qu'il ne s'est pas marié, c'est comme, donc le compteur de Mvet, c'est le prêtre traditionnel chez les femmes. Donc, on organisait une cérémonie de Mvet d'abord pour quelqu'un qui a été soit un guerrier, quelqu'un qui s'est marié, qui a eu des enfants. Et puis, maintenant, la pratique s'est un peu généralisée aujourd'hui pour dire enfant reste enfant. Mais en principe, l'honneur de se voir organiser après votre décès une séance de Mvet, c'est un honneur. C'est-à-dire que votre famille et vous-même qui êtes mort, à travers vos actes, vous avez mérité qu'on dise le Mvet à votre décès. Donc, ce n'est pas du tout ipso facto comme ça, que dès que vous mourrez, vous allez à Ngon, non. Il y a des processus, on en a établi là, entre Ngon, les différentes écoles de ministère, il y a beaucoup d'étapes. Vous comptez le Mvet lors du décès d'une femme ou d'un enfant? Une femme, non. Une femme exceptionnellement, parce que, sauf si elle était plus âgée. Sauf si elle était ma mère aussi. Il n'y a pas eu de guerrières. Il n'y a pas eu de guerrières dans les récits. J'ai trouvé Keyang Asumu, la tante maternelle de Yonada. Oui, il y a eu des guerrières, mais sauf que, qu'est-ce qui se dit dans le Mvet? Quand une femme est remplie, comme on dit, quand une femme est remplie, elle fait quoi? Elle fait le bonheur de son mari. Et les enfants feront le bonheur de leur grand-père. Donc, quand je viens pour épouser votre fille, qui est puissante, qui a beaucoup de trucs, en fait, votre fille, c'est pas parce qu'elle va diriger un monde à elle. C'est pourquoi on dit, quand vous allez vers une fille, dans une famille pour l'épouser, là, on nous accuse que les femmes demandent trop de dot, trop de machin, mais épouser une femme, ce n'est pas facile. Épouser une femme, ce n'est pas donné à n'importe qui. Aujourd'hui, c'est les moyens qu'on met en place. Vous achetez des appartements, des véhicules et tout ça. Vous voyez que c'est facile à tout le monde d'acheter un véhicule à une femme. Mais à l'époque de nos anciens, c'était effectivement des épreuves à passer. Et la dot est insignifiante.
Maintenant, il y a le principe de la cohabitation qui fait que, comme mon frère donnait la dot de sa fille a fait 1 million, 2 millions, moi aussi, quand ma fille va aller en mariage, je vais demander 2 millions, mais ce n'est pas la même chose. Je sais pourquoi la dot de ma fille est fixée à 1 million ou 2 millions. Je sais aussi pourquoi je peux la donner gratuitement. Donc c'est ça que il y a des guerrières, mais les guerrières, c'est que Jean va l'épouser parce que les enfants elle va faire, ces enfants-là seront puissants. En fait, c'est une puissance utérine qui fait qu'elle sera transmise dans son sein à travers sa progéniture. Mais il n'y a pas d'histoire même sur la guerrière en question? Oui, il y a des histoires, mais cette histoire-là, c'est qu'elle va toujours aller en mariage. Ngong est organisé comment? Sur le plan social et politique. Ben oui, Ngong est là, et là, vous avez des chefs, vous avez des clans. Bon, les 3 principaux clans dont on a parlé la dernière fois, vous savez. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont écrit, parlé de chef suprême, de chef militaire, de président, de ceci. On sait que, comme je l'ai dit tantôt, le chef reste un chef parce que c'est un problème de succession. C'est un problème de testament. On n'a pas de testament écrit, mais la parole qu'un mort prononce pour dire « je m'en vais, je vous laisse », mais quand je vous laisse, c'est elle qui reste votre guide. Donc, quand les grands-parents, les arrière-grands-parents sont partis, ils ont demandé à Komamba qu'il serait désormais le successeur de tout. Le successeur de tout. Parce que le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir juste de nomination. Le pouvoir, c'est un tout. Donc, le pouvoir, il faut que les hommes, les humains, dont on est là, le pouvoir politique, par exemple, il faut dire qu'on dit, c'est elle, c'est la fraîche qui sera président. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ceux qui veillent sur le monde des esprits, est-ce que vous êtes d'accord? Parfois, on faisait un petit truc, on balançait des coris ou des trucs pour dire, si ça tombe, si c'est 4, si 3 tombent de la même manière, c'est que les esprits sont d'accord. Donc, il faut que les esprits soient d'accord, les morts, comme on dit, soient d'accord. Dès que tout est parfait, alors celui-là mérite d'être chef. Il peut y avoir des dissonances quand les humains ont une position qui ne cadre pas avec Dieu, avec les humains ou les morts ou les esprits. À ce moment-là, ce pouvoir, on sait que ce pouvoir aura des problèmes. Il faut toujours chercher une harmonisation. Et quand il n'y a pas d'harmonisation, celui qui est prétendu au trône doit pouvoir tout faire pour demander aux autres qui ne sont pas d'accord, leur demander pardon, leur dire essayez, je sais que je peux, mais essayez. Donc, une attitude de contrition, quand vous êtes appelé à diriger, une attitude de contrition, vous demandez pardon, vous sollicitez le pardon des esprits. Comme ça, votre pouvoir, comme celui d'Akomamba, qui est le chef d'Ngon, et qui finalement a apporté l'immortalité à Ngon, puisque c'est lui qui a combattu la mort, donc il est le chef. À côté de lui, il est aussi le chef de guerre. À côté de lui, il y a un chef financier, enfin quelqu'un qui a les moyens, qu'on appelle Mazamoto. Et là, à côté, il y a un chef de guerre qui était en principe à Komamba, mais qui a laissé sa place à son fils, Ngbaondo, qui devient chef de guerre. À Komamba, maintenant étant le chef de tout, parce qu'à Komamba, il dit le chef à Ngon, et il est chef des 4 coins du monde. Donc, l'attitude de civilisation ou de colonisation entamée par exemple dans l'Umbet à Ngon, tous ceux qui parlent Fang dans l'Umbet ne sont pas forcément Fang. Le Fang était considéré par exemple à Ngon dans l'Umbet comme la langue des élites. Ouais. Donc, ne pouvait parler Fang que celui qui savait écrire et lire. Et si vous parliez Fang et que vous n'étiez pas d'Ngon, c'est que vous avez été colonisé. Donc, dès que vous acceptez que c'est Ngon, c'est Komamba qui est désormais votre chef, ils plantent le fanion et puis ils disent
Voilà, désormais vous serez fan, vous parlerez le fan. Et s'il y a possibilité de vous changer de nom ou de tribu, ils vont le faire parce que vous avez accepté d'être les subalternes ou les... Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Donc, il y a les 3 pouvoirs qui sont là et qui se gèrent en équilibre. Mais ce n'est pas que l'un ne peut pas faire ce que l'autre fait. Nous avons juste, par convenance, décidé de confier des tâches pour que les pouvoirs ne s'entremêlent pas. Voilà. Donc, chacun sait où est sa place. Et quand il y a un problème, votre frère qui discute votre place, vous avez un chef spirituel, le maître des maîtres, le premier Nganga, comme vous appelez du monde, le Ayomongan. Celui-là, il a vu la vie naître. Ah, il a vu la vie naître. Il est donc l'aîné de la vie. Donc, quand les pouvoirs s'entremêlent, que les gens se décident à se disputer les uns de l'autre, vous avez le pouvoir spirituel, effectivement, qui vient trancher et qui est détenu par Ngumber Yomongan. Donc, lui, il est là. C'est ça. Donc, vous avez le politique, le financier, l'armée, vous avez le pouvoir spirituel qui sous-tend, qui est le pilier de tous ces pouvoirs. Parce qu'économiquement, il devait avoir un truc spirituel. Oui, financièrement, militairement, il faut que le pouvoir, le spirituel soit là pour vous guider. Et vous savez, le principe premier des immortels entre eux, c'est que, qui devait être le principe même assimilé au fan, entre deux fans ne devaient jamais se battre. 2 fans, comme 2 immortels. Et il était extrêmement interdit de faire couler le sang à ton propre frère. C'était un principe divin, spirituel, qui n'est plus respecté chez les fans aujourd'hui, mais qui est toujours respecté à Ngon. Donc l'Omvet est aussi là pour nous rappeler que, attention, nous avons des principes qui nous viennent de très loin, il faut donc les respecter. Et au-delà de tout, vous savez que dans les conquêtes, après le pouvoir militaire, pour asseoir un pouvoir politique, c'est d'abord la force, donc c'est le pouvoir militaire. Et dès que vous êtes passé en force, vous avez maintenant le pouvoir économique qui vient en appui. Donc, même si vous rasez 2 ou 3 villages parce que vous voulez être chef, quand vous revenez pour dire, effectivement, vous savez que les militaires ont des ajustements, parfois des comportements qui... C'est même pas moi qui les ai envoyés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y en a qui sont en prison, d'autres sont... Bon, ce n'est pas grave. Mazamo Touré où? Donc, c'est lui qui a le pouvoir là, même si c'est la même personne. Et bon, d'accord, désormais, on va reconstruire tout ça. Vraiment désolé pour ceux qui sont morts, mais ceux qui sont emprisonnés, là, on va sortir et tout. Donc, le pouvoir économique vient arranger. Et dès lors que vous posez des actes, ceux qui étaient contre vous vont dire, effectivement, vous étiez pas d'accord avec ce monsieur, le chef. Maintenant, vous voyez, il est en train de faire des choses. Mais dès lors que vous n'utilisez que parmi les 3 pouvoirs, le pouvoir de la force, et qu'en appui, le pouvoir économique ne vient pas, alors il y a un problème. C'est pas que les gens veuillent vous faire du mal, mais vous faites du mal à vous-même parce que c'est des principes cohérents. Voilà. D'accord. René Rutte, on a fait le tour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera de quoi? Bon, on va jeudi, on parlera encore d'une fête. Non, pas d'une fête. On va faire un tour chez les Ndébi. On va avoir un conte Ndébi et le mariage exogamique. D'accord. Maître Tungun, donc merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Merci à vous, Urban FM. Stop Fresh Morning.